Ah oui, le vol 400 Fleetwood Mac. Voilà. Je sais pas s'il parlait d'Albert Scott Skill, qui était le copilote, qui a fait l'erreur, dans le fond, avec effectivement. la crinière, là. Voilà, écoute, François, tu es un passionné d'aviation, donc on va revenir sur ces événements. C'est sans doute l'une des histoires de fantômes les plus remarquables du 20e siècle. On est en décembre, donc on fait nos éphémérides de décembre, et cette fois-là, ça nous ramène au 29 décembre 1972. Il est à peu près 23h30. On a un appareil, le vol 401 de la Eastern Airlines. Il s'agit d'un gros porteur, c'est un Lockheed L-10-11, et l'appareil fait la liaison entre New York et Miami. Et au moment où l'appareil se prépare à se poser, donc on ouvre le train d'atterrissage, et voilà que le voyant sur le tableau de bord, qui devrait indiquer que le train d'atterrissage s'est mis en mode verrouillage, ne s'allume pas. Alors là, les pilotes se décident de faire un circuit autour de l'avion, donc faire une boucle autour on reprend un peu d'altitude de l'aéroport, on informe les contrôleurs au sol de ce qui se passe, on tapote un peu sur le voyant lumineux, on met l'avion en vol, et ça c'est très important, ça va être un des éléments majeurs, on place l'appareil en vol automatique, donc en pilotage automatique, et là on est à l'intérieur du cockpit, on a le pilote, Bob Loff, il y a Don Ripo qui est un mécanicien, et puis Albert Stockstill, qui est le copilote. Et là, on regarde ce voyant lumineux, tapote dessus, va-tu se rallumer, se rallume-tu pas? Et il faut savoir que dans le Lockheed L-10-11, il y avait ce qu'on appelait le trou d'enfer. C'était une trappe dans le poste de pilotage qui permettait d'accéder un peu, entre guillemets, au sous-sol de l'avion, dans la partie inférieure, où il y avait tout le câblage. Et à partir de là, il y avait une petite fenêtre qui donnait sur le train avant. Donc, on s'est dit, bon, comme on sait pas si c'est le voyant qui est brûlé ou quoi que ce soit, on demande à Don Ripo, le mécanicien, de descendre dans la trappe et d'aller vers l'avant. Pendant tout ce temps-là, je le rappelle aux gens, là, l'appareil fait une boucle au-dessus de l'aéroport. Il est au-dessus des Everglades à ce moment-là. Et le L-10-11 avait une faille importante. C'est un peu comme les gens qui nous écoutent, essayons de comparer ça un peu à la mise en place de du cruise control, la conduite réglée. Dès qu'on touche la pédale à frein, le cruise control se désengage. Oui. Dans le cas du L-10-11, dès qu'on touchait au manche à balai, en fait, qui est une espèce de volant, dès qu'on touchait à ça, le pilotage automatique se désactivait. Et sans le savoir, alors que les gens regardent ce voyant lumineux qui refuse de s'allumer, on a accroché le volant, le pilotage automatique s'est désengagé. Don Ripo est à l'avant de l'appareil, il est dans ce fameux trou d'homme, ce puits de l'enfer, et là, il commence à voir la cime des arbres. L'avion a perdu de l'altitude sans que les gens s'en rendent compte, et c'est le crash. 99 décès, 77 survivants. C'est à ce moment-là le plus gros accident d'avion dans le domaine de l'aviation civile, dans les transporteurs civils. Les pilotes à bord, l'équipage décède, le copilote, le pilote et l'ingénieur mécanicien, qui d'ailleurs va décéder quelques jours après. Il survit au crash. Dans le repos, puis Robert Loff va mourir quelques jours plus tard. Voilà. Et Stockstill qui meurt décède sur le coup. Et là, c'est à partir de là que notre histoire devient fantastique. Oui. Après l'enquête, donc comme il y a des pièces de l'avion qui sont encore tout à fait récupérables, qui n'ont pas été trop endommagées par le crash. On parle de pièces secondaires, là, ici, la porte d'un four, une poignée d'un siège, donc des pièces comme celle-là vont être réadaptées. Et même des cadrans. Des cadrans, par exemple, dans le tableau de bord. Donc, certains de ces objets vont être envoyés à l'industrie Lockheed et on va réadapter ces pièces sur d'autres appareils de la Eastern Airlines, à savoir notamment un autre Lockheed L-10-11, l'appareil 318. Et à partir de là, des manifestations étranges vont commencer à se produire sur cet appareil et d'autres appareils de la Eastern Airlines. Et quand on parle de phénomènes mystérieux, on parle d'apparitions de fantômes. Mais comme le dit si bien la chanson de Don Welch, anciennement de Fleetwood Mac, ce ne sont pas des fantômes en fumée. Ce sont réellement des gens qu'on a l'impression que ce sont des gens faits de chair et d'os. Donc, par exemple, une hôtesse entre dans la cabine de pilotage, elle voit un homme assis, elle lui parle, l'homme reste le regard fixe au loin
et soudainement, il disparaît devant ses yeux et sur une photographie plus tard, elle va identifier l'homme comme étant Bob Loff, l'ancien commandant du vol 401. Donc, on a toute une série d'apparitions mystérieuses comme ça qui vont se produire durant les 2 années qui vont suivre le crash du vol 401, à un point tel éventuellement que ça va sortir d'entre, disons, de la salle de réunion de la Lockheed de l'Eastern Airlines. Ça va faire l'objet d'un livre. Ça va rendre furieux le directeur de la compagnie qui est l'astronaute Frank Borman. Oui. Il menace de poursuivre John J. Fuller, qui est l'auteur du livre Les fantômes du vol 401. Écoute, c'est une histoire tout à fait extraordinaire. Éventuellement, on va retirer, pour faire taire les rumeurs, on va faire entrer notamment l'appareil, le 318, dans les hangars. On va retirer les pièces qui avaient été adaptées sur le 318 pour finalement mettre un terme à ces rumeurs de fantômes sur les avions de la Eastern Airlines. La Eastern Airlines qui va rester en service jusqu'en 1991 avant de faire faillite. Et qui était le propriétaire de la compagnie? Notre ami Donald Trump. Donald Trump, le millionnaire oui. Donald Trump était le propriétaire de la Eastern Airlines. Cette histoire du vol 401, on l'a mentionné, a fait l'objet d'un livre de John J. Fuller, Les fantômes de Ghosts of Flight 401, les fantômes du vol 401. En 1978, c'est adapté pour un film à la télévision qui met en vedette Ernest Borgnine et Kim Basinger, notamment. Les fantômes du vol 401. Et il y a eu... Très bien fait, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, très bien fait, qui raconte bien un peu ces anecdotes de fantômes. C'est un film pour la télévision, mais quand même tout à fait honorable. Il y a cette chanson de Bob Welch, anciennement de Fleetwood Mac, qui s'intitule The Ghost of Flight 401, qui fait référence à ces histoires de fantômes. Bref. L'émission Mayday, en plus, là-dessus. L'émission Mayday, d'ailleurs. Et c'était assez amusant, j'ai regardé cette émission Mayday. Allusion, oui, plus. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, on raconte le crash de l'avion, mais on mentionne dans les commentaires qu'après le crash de l'avion, des rumeurs de fantômes ont commencé à circuler à l'intérieur de la compagnie de la Eastern Airlines. Ben, tu vois, puis Eastern était tellement à l'avant-garde. Tu vois, si Frank Borman était là à la tête, c'est lui qui a amené l'Airbus A300 absolument. Aux États-unis, après un essai de 6 mois gratuit pour le parce qu'Airbus voulait rentrer. Puis parce que c'était Frank Borman, on a permis aux autres compagnies aériennes de pouvoir l'acheter. Et a amené, ça a amené aussi la compagnie Boeing à fabriquer le 757. Qui a été la compagnie de départ, Eastern Airlines. Voilà, et qui a été l'appareil qui a concurrencé le Lockheed L-10-11. Et Frank Borman, tu l'as mentionné, c'est un homme qui jouissait d'une telle notoriété. Il avait volé sur les vols Gemini, sur le vol Apollo 8, qui avait fait le tour de la Lune, la première fois qu'on avait vu des hommes autour de la Lune, ce qui a permis d'avancer des extensions de prêts, notamment dans le domaine financier, pour maintenir en vie la compagnie Eastern Airlines. Puis on se disait, si c'est Frank Borman, ça va être correct. C'est sûr que c'est un homme de parole. Oui, mais là, le problème, c'est parce que Donald Trump était là. Voilà. Comme partout passe Donald Trump, ça se finit dans le chaos. Comme par hasard. Voilà. C'était parfait, Christian Page. Merci beaucoup encore. Ça me fait plaisir, François. On se revoit la semaine prochaine. Joyeux Noël. Oui, toi aussi. Parce que c'est vrai, on se revoit avant Noël. Oui, avant le jour de l'an. Avant le jour de l'an. Avant le jour de l'an.